Première question, Monsieur le Président. Quels sont les défis rencontrés par les industriels de l'ameublement? Bonsoir à tous. Les défis de l'industrie française de l'ameublement que je représente mais au travers du PAMA, on peut bien imaginer les problèmes qu'elle rencontre aujourd'hui. Je ne vais pas rentrer dans les débats de compétitivité coût de la France parce que ce sont de vrais enjeux et je pense qu'il faut quand même avoir toujours ça à l'esprit. Alors même quand on parle de haut de gamme et que l'on pense qu'aujourd'hui le coût du travail est plus marginal dans des produits chers, ça reste quand même aujourd'hui une contrainte forte sur bien des entreprises. Je représente l'UNIFA, c'est 400 adhérents, c'est 70% des entreprises de l'aménagement de la maison. Je représente des entreprises comme les Cuisines Schmitt, qui sont pas très loin d'ici, mais également des gens comme Ligne Rosée, des gens comme Alzapan, qui sont proches de nous. Donc une myriade d'entreprises souvent industrielles et des gens qui aujourd'hui sont face à des marchés qui deviennent relativement compliqués. Ça a été dit avant, la période du meuble patrimoine est maintenant finie. On est dans le meuble de consommation courante. Alors le design, et on en a bien parlé, est une façon de personnaliser, différencier les produits. Mais aujourd'hui, il ne faut pas s'illusionner. Du design, on en trouve dans le monde entier. Des bons designers, on en trouve dans le monde entier. Et je pense que tout le monde en est bien conscient. Les Italiens, les Allemands, les Autrichiens, les Suisses et les Français. C'est une compétition. Alors c'est vrai, le paradoxe, c'est souvent que les designers français travaillent plutôt à l'étranger qu'en France. C'est vrai qu'il n'y a pas le tissu forcément d'entreprises et d'unités de production toujours très fortes et très sensibles à cet aspect-là. Fred Riffel l'a rappelé, je crois qu'aujourd'hui, le designer s'adresse à toutes les catégories d'entreprises, toutes catégories de produits. Et on a vocation aujourd'hui à aider nos entreprises à franchir ce pas du design, mais également des nouvelles technologies. Je crois que le meuble, on doit sortir du meuble de style, tout le monde l'a connu, pour aller vers un meuble du 21e siècle qui va intégrer des nouvelles technologies. Et voilà, moi je me bats pour ça. Le PAMA est un bon exemple de ce que on peut faire en région. Maintenant, j'ai une vision un peu plus nationale. Ce qui se passe en Alsace se passe dans bien d'autres régions, ça a été dit. Et évidemment, il faut soutenir ces actions. Je remercie Jean-François Serre, la DGE, de nous avoir gratifié de son projet résidence InDesign. Je pense que ça, c'est une très bonne initiative. La région Alsace, on l'a vu, nous soutient énormément parce qu'il croit dans les sociétés de l'aménagement de la maison. Donc, on va pas s'en plaindre. Mais encore une fois, la route est encore longue dans un contexte quand même très difficile. Ariel l'a dit, aujourd'hui, il faut pas s'illusionner. Le client, il faut qu'il soit pris en main, accompagné. Mais à un moment, il faut transformer l'essai. Et si on lui dit que son meuble sera peut-être livré dans 2 ou 3 mois, ça marche plus trop ça. Hein. Je crois qu'aujourd'hui, il faut avoir une promesse commerciale parce que je dis toujours le principal concurrent aujourd'hui du meuble, c'est ça. Hein, ça a été dit. Et quand un jeune aujourd'hui achète pour 200 € de meubles au Bon Coin, parce que le Bon Coin aussi c'est un de nos sérieux concurrents, il n'hésitera pas à mettre 600 € dans son téléphone. Donc ça, il faut en avoir ça en tête. Voilà. Quelle est la réponse claire et concrète que l'UNIFA donne aux entreprises pour les soutenir dans ces projets? Concrètement, quand on parle design, on a quelque chose que certainement les designers connaissent bien, c'est le VIA, c'est la valorisation de l'innovation dans l'ameublement. C'est un organisme aujourd'hui qui a porté depuis une trentaine d'années les designers et la création. Je sais que par exemple Fred Riffel avait bénéficié d'une carte blanche en son temps du VIA. Donc on aide beaucoup les designers à rencontrer les entreprises. Malheureusement, on s'aperçoit souvent que ça suffit pas forcément. Aujourd'hui, on essaye de trouver d'autres voies, d'amener effectivement les entreprises sur des terrains où peut-être effectivement la notion de local, de fabriquer en France peut être une réponse complémentaire au design. Je pense surtout qu'il faut que les entreprises
passe à la vitesse supérieure et l'usine 4.0, c'est ça l'avenir. C'est l'usine étendue, c'est l'usine qui est en capacité de travailler en amont et en aval et de ne pas forcément être centré sur ses savoir-faire et ses outils de production. Donc il faut être ouvert au monde et il faut être ouvert à la création et aux clients et écouter toujours ses clients, hein, parce que c'est toujours le client qui a raison. Hein, ça, c'est une vieille règle dans le commerce. Alors justement, les industriels, comment concevaient-ils les meubles d'hier ? Parce qu'on a une idée à peu près. Aujourd'hui, on en a parlé tout à l'heure. Je dirais, il ne faut pas oublier que dans les années 70, et pour ceux, j'ai les cheveux blancs, mais je suis peut-être pas aussi vieux que ça, mais en 70, on attendait 6 mois son mobilier, hein, jusqu'à 6 mois. C'était l'heureuse période du formica et des matériaux nouveaux. Les gens étaient prêts à attendre beaucoup de temps pour avoir du meuble, parce que le meuble, c'était quelque chose qu'on transmettait de génération en génération. Aujourd'hui, le monde a changé, le meuble devient jetable, on a besoin effectivement de meubles designés qui rentrent dans un effet de mode, et ça, il faut pas le négliger. Donc ça, toutes ces contraintes sont en même temps, à mon avis, des atouts pour nos entreprises, à condition qu'elles s'emparent aussi de nouvelles compétences qu'elles n'ont pas toujours en interne chez elles. La numérisation, le digital, ça c'est une vraie question. Hein. C'est aujourd'hui, qu'est-ce qui fera que les consommateurs rentrent dans les magasins? Il faut absolument qu'il y ait des vendeurs qui ne soient plus des vendeurs de foire, mais des conseillers, des archidécorateurs. Quand on est dans des endroits comme ici, c'est indispensable. Mais même aujourd'hui, dans les magasins de demain, quand on vendra des produits bon marché, il faudra avoir des vendeurs aussi connectés, hein, avec des tablettes, avec parce que le consommateur aujourd'hui est en train de changer très vite. Donc il faut s'adapter. Je veux dire, aujourd'hui, les gens, ils zappent très vite. S'ils sont pas satisfaits, ils passent à autre chose. Et on ne reviendra plus en arrière. Il faut pas rêver. Le marché aujourd'hui a baissé de plus de 30% en 6 ans. On ne reviendra pas sur les niveaux qu'on a pu connaître. Depuis 25 ans, le marché n'a pas évolué en France. On vend de plus en plus de meubles, paradoxalement, mais effectivement, ils coûtent de moins en moins cher. Donc, c'est une véritable révolution auquel il faut s'adapter. Mais il n'y a il n'y a pas de fatalité, quoi. Il faut changer de modèle. Voilà. Alors vous parlez justement de changement et d'adaptation, mais il y a une adaptation qui doit être aussi forte, c'est que nos lieux de vie, nos nouvelles constructions deviennent de plus en plus petits. Aujourd'hui, une chambre, c'est 9 mètres carrés en moyenne. Voilà, quel est votre point de vue là-dessus pour une évolution industrielle des meubles ? Ça, ces contraintes spatiales, on les connaît bien, mais je crois qu'aujourd'hui, les bureaux d'études que l'on trouve de plus en plus, qui sont de plus en plus étoffés dans les entreprises, sont tout à fait en capacité d'adapter le mobilier à l'espace, de l'intégrer. C'est vrai qu'aujourd'hui, à mon avis, une des pistes, c'est aussi de travailler très en amont avec la construction et avec les archis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les espaces de vie de demain seront des espaces beaucoup plus modulaires qu'ils ne sont aujourd'hui. Je crois qu'aujourd'hui, une pièce à vivre, elle peut devenir demain une chambre à coucher ou peut-être une cuisine. Et il faut pouvoir l'intégrer aussi dès la conception de l'immeuble, hein, pour avoir des meubles évolutifs et modernes. Donc ça, c'est un des axes de travail d'ailleurs sur lequel on s'investit beaucoup, avec notamment un projet qui s'appelle les immeubles bois grande hauteur, qui est un projet qui va être long à sortir, parce qu'en France, on a un gros problème, c'est qu'on a une surréglementation. J'invite les pouvoirs publics à réfléchir, à ne pas trop enserrer les entreprises dans des réglementations qui ne correspondent pas aux évolutions de marché. Et voilà. Mais pour en revenir à ce marché des immeubles en bois, c'est un marché, ce qu'on appelle, c'est la filière sèche, hein, contrairement au béton, et on est en capacité, avec la maquette numérique notamment, d'imaginer des constructions et des aménagements qui soient complètement innovants par rapport à ce que l'on connaît et ce qu'on a toujours connu, qui était plutôt des habitats très figés, quoi. Voilà. Alors on parle du bois. Vous êtes vice-président de l'association Adif Bois, immeuble à vivre bois. Pourriez-vous nous donner votre vision des tendances justement sur cette tour en bois ?
Oui, enfin les immeubles en bois grande hauteur, c'est quelque chose qui vient de démarrer. Donc c'est aujourd'hui, on ne sait pas construire en France des immeubles en grande hauteur en bois, c'est-à-dire au-delà de R+5. C'est très 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 compliqué. La réglementation pratiquement interdit. Il y a des problèmes autour de la réglementation feu. Enfin bon, on a plus des bureaux de contrôle qui en rajoutent une couche. Donc ça c'est un vrai souci. Quand on va en Allemagne ou en Autriche, on voit pas, ou en Suisse, on voit des bâtiments en bois en grande hauteur. On se demande pourquoi ça marche là-bas et pas chez nous. C'est une question encore qu'il faut se poser. Mais si le vivre bois, c'est intéressant parce que l'aménagement dans ces immeubles en bois, c'est ce qui va marketer le produit, quoi, hein. C'est-à-dire que la tour en bois, d'une part de l'extérieur, on verra pas que c'est forcément du bois parce qu'il y a des problèmes d'entretien qu'il faudra gérer, mais c'est surtout l'aménagement intérieur qui va marketer le produit. Et c'est clair que le vivre bois, c'est aujourd'hui quelque chose qui est dans le sens un peu je dirais pas du vent, mais de l'histoire, quoi. Donc je pense qu'aujourd'hui on a une ressource en France forestière qui est très mal utilisée. Il faut quand même savoir qu'on ne consomme aujourd'hui que 50% de la croissance annuelle. C'est trop faible, donc on a un massif forestier qui aujourd'hui dépérit parce qu'il vieillit. Donc là, il y a une urgence à mieux mobiliser la ressource forestière en France. Et les immeubles en bois sont un marché volumétrique destiné, entre autres, à satisfaire également ce problème autour de la filière bois, qui n'est pas un problème simple à gérer. Voilà. Très bien. Alors on a parlé tout à l'heure, j'ai donné un mot fort qui était la chasse en meute, c'est-à-dire de se retrouver tous ensemble autour d'un drapeau, et le même drapeau qui est le PAMA. J'aimerais bien avoir votre avis justement là-dessus, sur cette chasse ensemble, et de chercher des prescripteurs ensemble. Oh, je pense que ça, enfin bon, moi, c'est vrai que je n'aurais pas pris la présidence du PAMA si j'y croyais pas. Donc je pense que ça prend du temps, hein, parce que les entreprises ont beaucoup de mal, et c'est un peu lié au marché français, peut-être, et à la culture française. L'individualisme, c'est quelque chose qui fonctionne bien en France. Donc travailler en France et ouvrir un peu les portes des uns et des autres, c'est pas toujours très facile. C'est pas impossible. Donc si le PAMA peut aider et susciter ce travail en commun, et demain cette chasse en meute, parce que c'est comme ça qu'on peut appeler ce travail, pourquoi pas, hein. Mais effectivement, c'est un long travail, hein. PAMA, ça fait 4 ans maintenant. J'en suis le président depuis 2 ans et demi. Je fais la même chose du côté de la Lorraine, et ce sont vraiment, je vois les mêmes freins, les mêmes difficultés. Les entreprises ont du mal à changer de modèle, mais ça va venir, hein. Elles me disent toujours, les Italiens ils savent faire, les Allemands ils savent faire, mais bon, on n'a qu'à faire comme les Italiens et les Allemands, hein. On n'est pas, on est en Europe, hein, dans un pays, donc je pense qu'on doit pouvoir faire. Mais heureusement que le PAMA est là pour dire, il faut y aller, il faut forcer. Merci à la région de nous aider. Et merci aussi de s'engager aujourd'hui sur les 3 prochaines années. Ça va nous donner de la visibilité et permettre à Angélique d'accélérer un peu toutes ces actions. Parce que moi, je suis beaucoup à Paris maintenant depuis que je m'occupe de la branche professionnelle. Donc je suis beaucoup moins en Alsace, mais je vois que le PAMA continue d'exister, même quand je ne suis pas là. Donc c'est formidable. Donc il faut que je parte plus souvent. Voilà. Merci Monsieur le Président. On a 2 responsables et qui représentent des entreprises sur cette table ronde. Alors on parle de design ce soir, très simple. Monsieur Perrier, donc vous c'est la société Vedi, c'est noté là, hein. Oui, voilà, je peux pas me tromper. C'est juste noté là. Vous allez nous expliquer également ce que vous faites, mais quelle est la place du design dans votre entreprise? Alors, d'abord peut-être un mot sur ce qu'on fait. Nous sommes fabricants de solutions d'agencement pour salle de bain, c'est-à-dire tout ce qui est structure, donc soit sol et mur. Donc ce sont des panneaux, basiquement des panneaux de polystyrène extrudé sur lesquels on va carreler essentiellement ou enduire pour construire des salles de bain, dit très simplement. Alors le design, oui, il y a une place centrale dans notre entreprise, à la fois au niveau des développements produits, mais je dirais qu'à la limite le design est encore plus important du fait que nos produits sont des produits qui sont utilisés par les designers et les artisans, tous les artisans du bâtiment qui vont les utiliser pour réaliser des espaces de salle de bain. Donc en fait,
Les produits Vedi sont ceux que l'on en fait, ceux que les professionnels du bâtiment en font. Donc on a collaboré, on a quelques collaborations qui ont été réalisées en Europe et également outre-Atlantique avec nos panneaux. Voilà, quelques références d'hôtels haut de gamme, par-ci par-là. Je pense au Shangri-La à Paris, par exemple, qui est une de nos dernières réalisations. Donc oui, le design est fondamental pour notre société, du début jusqu'à la fin, j'ai envie de dire. Donc justement, Monsieur Perrier, on parle du haut de gamme. Le haut de gamme français a une place internationale. Est-ce qu'il a une place concrète en France ? J'ai envie de vous dire, probablement que les marchés haut de gamme sont beaucoup plus à l'étranger, beaucoup plus hors de nos frontières qu'en France. Je crois que le PAMA a d'ailleurs une mission à ce sujet, dont nous ne faisons pas partie, mais peu importe. Une mission, me semble-t-il, à l'export, de porter des marques vers le grand export au niveau des pays du Moyen-Orient ou des choses comme ça. Je pense que quand on parle haut de gamme, ça se passe un petit peu en dehors de nos frontières, même s'il reste encore de belles réalisations. J'en veux pour preuve les palaces qui ont été faits dernièrement à Paris et qui doivent encore être faits. Voilà, mais là, je pense qu'il faut vraiment penser global. Mais on a également une clientèle dite haut de gamme, russe par exemple, qui s'installe dans le sud de la France avec des très belles réalisations aussi. Alors là, oui. Alors pour le coup, là, je peux en parler en connaissance de cause parce que nous réalisons beaucoup d'espaces wellness, de bien-être, de hammam notamment. Et il est vrai qu'on a une grande clientèle russe du côté en Savoie, Haute-Savoie, du côté de Courchevel et Megève. Alors ça, c'est vrai que c'est très concret et ce sont pour nous des projets, je dirais, quasi quotidiens. Donc là, oui, effectivement. Vous avez vu, on a une bonne réponse pour la France. On reste optimiste. Absolument. Il y a encore des choses qui se font. Il y a encore de belles choses. Même si il faut avouer que la clientèle russe, étant donné les derniers développements, bon, ça est en train de se tarir un petit peu. Mais peut-être d'autres clients arriveront, d'autres horizons. Il faut rester optimiste. Tout à fait.